Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. 5 ans après le livre intitulé La fin du journalisme, Antoine de Tarlé publie La fin de l'information, un ouvrage dans lequel il s'interroge sur la dégradation de la collecte, du traitement et de la diffusion de ce qui jusqu'alors permettait à chaque citoyen de s'informer objectivement sur le monde, son pays, sa ville ou son quartier. Pour l'homme de médias qui a occupé d'importantes fonctions à TF1, Télérama et Ouest France, l'information est aujourd'hui menacée par la prolifération des fausses nouvelles, les fake news, que propagent, à des fins de manipulation ou de déstabilisation, certains mouvements populistes qui ont fait du mensonge une arme contre les démocraties. Un défi quotidien que les professionnels de l'information doivent relever en mettant tout en œuvre pour défendre la réalité travestie par des nuées de fanatiques de tous bords. Dans cet ouvrage très documenté, Antoine de Tarlé décrit une situation préoccupante dont il détaille la progression au cours de l'entretien qu'il nous a accordé. Il dénonce avec force les coups portés au journalisme et à la démocratie à travers de multiples exemples et appelle celles et ceux qui consomment ces fake news à prendre conscience de leur dévastatrice toxicité. Antoine de Tarlé, ancien responsable dans les médias, à la télévision et dans la presse, et notamment ancien directeur général adjoint du journal Ouest France et ancien enseignant à l'école de journalisme de Sciences Po. Alors, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est l'aggravation de la situation de l'information depuis 5 ans, depuis la publication de mon livre précédent. Et on a constaté plusieurs phénomènes très préoccupants. D'une part, l'augmentation forte de la pollution de l'information par des fausses nouvelles. C'était déjà le cas il y a 5 ans, mais ça s'est beaucoup aggravé au cours de ces années, sachant que des puissances extérieures comme la Russie, la Chine et dans une moindre mesure la Turquie ou l'Iran jouent un rôle très important dans la diffusion de ces fausses informations. Une autre évolution que j'ai trouvée très préoccupante a été le développement des messageries. C'est-à-dire que depuis 5 ans, on a assisté à une très très forte progression des boucles d'internautes qui, sur des messageries comme WhatsApp ou Telegram, se rassemblent et font circuler entre eux des nouvelles plus ou moins exactes, plus ou moins fausses, et on arrive à négliger complètement l'accès aux médias traditionnels pour donner la préférence à des informations qui circulent en circuit interne dans ces boucles. Enfin, le dernier point qui, à mon avis, méritait un examen, au moins un début d'examen, c'est le développement récent et extraponentielle de l'intelligence artificielle qui fait que depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'on peut, avec une grande facilité, copier l'image, la voix de personnalités les plus diverses et donner à des informations complètement fausses, grâce à l'intelligence artificielle, un aspect de vérité qu'on ne pouvait pas obtenir avant. Et je donne des exemples dans mon livre, notamment dans les campagnes électorales, on voit la progression de l'intelligence artificielle qui permet de faire dire à des adversaires politiques exactement le contraire de ce qu'ils veulent dire. Donc ce sont ces évolutions et notamment l'essor des messageries et l'essor de l'intelligence artificielle qui m'ont incité à faire ce nouveau livre et essayer d'esquisser des pistes de solutions. L'un des changements les plus importants de ces dernières années, c'est en effet le fait que n'importe quel individu peut être générateur d'informations. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans ou 30 ans, où il fallait passer pour faire circuler des informations, il fallait passer par les médias traditionnels, presse écrite, radio, télévision. Là, grâce aux plateformes numériques et aux messageries,
n'importe qui peut être générateur d'informations. Alors c'est déjà une tentation à l'irresponsabilité, parce qu'on s'aperçoit que la plus grande partie des individus ont un comportement complètement irresponsable dans le domaine de l'information. Ça se conjugue avec les manipulations, parce que souvent la fausse information initiale vient d'un manipulateur qui est souvent, comme je l'ai dit, un agent de l'étranger, mais c'est repris par des individus qui le reprennent à leur compte et qui le font circuler sur les réseaux sociaux et sur les boucles. Et alors pourquoi cette progression phénoménale des fausses informations est assez peu freinée, même par les grandes plateformes comme Facebook, YouTube ou X, c'est parce qu'ils s'aperçoivent que ces fausses informations, surtout si elles sont outrancières, génèrent énormément d'audience et donc leur permettent de gagner beaucoup plus d'argent en termes de publicité. Et les grandes plateformes sont prises depuis longtemps, mais c'est encore plus vrai depuis 5 ans, dans un dilemme de dire ou bien on chasse impitoyablement sur nos plateformes la fausse information, et à ce moment-là on perd de l'audience, souvent au profit de concurrents qui sont moins consciencieux que nous, et donc on perd des recettes publicitaires, ou bien on laisse faire, et à ce moment-là on génère des recettes publicitaires importantes. Alors il faut quand même nuancer ça, parce qu'il y a certains types d'informations liées à des actions délictuelles, comme la pédocriminalité ou les trafics de drogue, qui peuvent abîmer l'image d'une plateforme et donc l'inciter à être un peu plus rigoureux. Et l'exemple très intéressant de ce point de vue, des limites quand même, de l'intérêt pour les plateformes de la diffusion de fausses informations, c'est l'exemple de Twitter, devenu X. Elon Musk, quand il a racheté Twitter, a décidé de supprimer l'équipe qui essayait de surveiller les fausses informations. Il en est résulté un déferlement d'informations diffamatoires et avec énormément de pornographie, y compris de la pédopornographie. Et donc, la plateforme X, Twitter, a été abîmée. Et le résultat, c'est qu'un certain nombre d'annonceurs sont partis de Twitter en disant que ça abîmait leur propre image, leurs propres annonces, d'être présents sur une plateforme qui était tombée aussi bas. Et du coup, Elon Musk a été obligé ces derniers mois de prendre quelques mesures, trop timides à mon goût, mais quelques mesures de rectification, parce qu'il se rendait compte qu'il y perdait, y compris sur le plan économique, tellement l'image d'X s'était dégradée. Effectivement, on s'est lourdement trompé, et moi qui suis à l'initiative de la filiale Internet du journal Ouest France, j'ai vécu ça en direct. Ce qu'on a cru au début, c'est qu'on pouvait transférer sur Internet le contenu du journal, si on parle des journaux, la presse papier, pour faire simple. Si on prend l'exemple de la presse papier, on a cru qu'on pouvait transférer sur Internet le contenu du journal et qu'on gagnerait des lecteurs supplémentaires sans porter atteinte à la rentabilité du titre. Or, ce qui s'est passé, c'est que les plateformes qui sont mises en place au début du XXIe siècle ont littéralement pompé la publicité qui était autrefois dans la presse écrite, aussi bien annonces classées que publicité commerciale, en proposant une offre extrêmement diversifiée avec un peu d'informations, mais aussi beaucoup d'informations loisirs et aussi d'échanges personnels mettant en valeur les individus. Et ce qui leur a permis aussi, grâce au mécanisme d'Internet, d'avoir une très très bonne connaissance des internautes, de leurs usagers. Des plateformes comme Facebook, YouTube ou aujourd'hui TikTok, la fameuse plateforme chinoise, ils connaissent très très bien qui sont leurs utilisateurs. Alors que pour la presse papier, on avait une idée, mais assez vague, et on avait beaucoup de mal à savoir qui étaient vraiment nos lecteurs. Ce qui leur a donné un avantage énorme vis-à-vis des régies publicitaires, des annonceurs, vis-à-vis des annonceurs,
qui donc se sont reportés massivement sur ces plateformes. Alors, deuxième illusion des médias traditionnels, la presse, ils ont dit, oui, mais nous, les plateformes ont besoin d'avoir de l'information, on va le leur donner des informations et ça va nous amener une audience supplémentaire. Les gens, ils vont découvrir une information sur tel ou tel, sur Facebook par exemple, ou Instagram, et à partir de là, ils vont revenir vers nous pour avoir le complément de l'information. Bon, ça s'est révélé complètement faux. On s'est aperçu que et tous les sondages d'opinion le montrent, pour la très grande majorité des internautes, une information piquée sur une des plateformes leur suffit et ils n'éprouvent pas l'envie d'aller vers le média. Et donc, là aussi, on s'est complètement trompé. Alors après, on a essayé de développer des sites internet, des journaux, en disant, les gens, on leur offre un site avec un mur payant, en leur demandant de payer, moyennant un abonnement, ils ont accès à notre site et comme ça, ils auront l'intégralité de l'information qu'on offre, ils auront beaucoup plus que ce qu'ils ont sur les plateformes. Mais là aussi, les résultats ont été extrêmement décevants. On s'aperçoit qu'on a peu d'abonnés payants. Quand on voit la presse française, à part Le Monde et Le Figaro et Ouest France, qui arrivent à avoir plus de 100 000 ou plusieurs centaines de milliers d'abonnés payants, le reste de la presse quotidienne et presse magazine, n'arrive pas à collecter des abonnés. Les gens ne veulent pas payer. Et dernier point, depuis 5 ou 6 ans, avec l'appui des gouvernements, notamment de l'Union européenne, les médias traditionnels ont essayé de négocier avec les plateformes pour qu'elles payent, en leur disant, écoutez, vous nous avez piqué la publicité, vous pompez nos contenus gratuitement, il faut nous payer des redevances. Alors certains ont accepté de payer, comme Google, mais des sommes très faibles et ridicules par rapport aux bénéfices colossaux qu'ils font par ailleurs. D'autres refusent carrément de payer, c'est le cas de Facebook ou de TikTok. Et Facebook, d'ailleurs je cite dans mon livre le cas du Canada, où Facebook a refusé de payer une redevance aux journaux, comme essayait de l'imposer le gouvernement canadien, et Facebook a dit, dans ces conditions, on supprime la partie information sur la plateforme Facebook. Et ils ont dit, vous verrez, ça n'aura aucun impact sur notre audience. Ce qui a été vrai, ça n'a eu aucun impact, leur audience n'a pas baissé d'un poil. Donc, on voit qu'actuellement, les médias traditionnels ont fait une série d'erreurs stratégiques, et aujourd'hui, ils ont énormément de mal à se récupérer. Et ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on a le sentiment qu'ils sont en train de répéter la même erreur avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en essayant de nouer des accords avec les fournisseurs d'intelligence artificielle qui sont prêts à leur verser des redevances d'un montant ridiculement bas, et ce qui ne réglera en rien leurs problèmes financiers. Les plus de 60 ans gardent un mode de consommation de l'information assez traditionnel. Non seulement ils continuent à lire les journaux papier, mais ils vont sur les sites internet des journaux pour avoir plus d'accès à des informations plus complètes, et ils se méfient des réseaux sociaux et des grandes plateformes. En revanche, plus on descend, on s'aperçoit que chez les moins de 35 ans, c'est la situation exactement inverse. Ils ne lisent aucun journal, ils ne regardent pas la télé, ils ne vont jamais ou très rarement sur les sites numériques des médias, et ils se contentent de picorer, soit d'échanger des informations dans le cadre des boucles WhatsApp ou Telegram dont je parlais tout à l'heure, soit de se contenter d'alertes que leur envoient les plateformes où ils sont abonnés, comme Instagram ou TikTok, qui, quand il y a une information importante, leur envoient un signal, ils le consultent et ça leur suffit.
Et donc et c'est là où on se heurte au problème de l'éducation. Il est certain que si on veut essayer d'avoir une information d'une certaine qualité et consultée par l'ensemble de la population, il va falloir faire un gros effort au niveau de l'éducation nationale auprès des enfants et des adolescents pour les initier à une information de qualité sérieuse et hiérarchisée, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est convaincre les jeunes qu'une information valable est une information vérifiée. Alors, elle est vérifiée dans les médias traditionnels où il y a des rédactions, une hiérarchie, des chefs de rédaction qui contrôlent ce qui sort dans ces médias. Et rien n'est vérifié dans les informations qui glanent sur une boucle de Telegram ou sur TikTok. Et ça, Mais pour aboutir à ça, il faut d'abord former les enseignants. L'étape première, parce que moi, j'ai eu des échanges avec des enseignants qui sont convaincus du problème, mais qui n'ont aucune formation. À peine leur diplôme en poche, on les expédie dans les collèges ou les lycées, ou les établissements d'enseignement primaire, sans leur donner la moindre formation à eux sur justement les médias. Donc il faut d'abord former les enseignants et qu'après les enseignants forment les élèves. Ça, c'est un processus, à mon avis, sur 10 ans. Hein. Ce n'est pas un truc qu'on va régler en 6 mois. C'est partout un peu pareil et il y a partout une dégradation. Et d'ailleurs, il y a partout une crise des médias traditionnels. Et alors, ce que j'esquisse dans mon livre, mais faute de temps et de place, je n'ai pas approfondi le sujet, le problème est encore beaucoup plus grave dans les pays de ce qu'on appelle le Sud. Je pense par exemple à des pays comme l'Inde, le Brésil ou le Mexique, qui sont des pays où les médias traditionnels ont toujours été très faibles et où maintenant tout le monde est équipé de téléphones portables sur lesquels les gens picorent des informations venant d'on ne sait où, avec des manipulations gigantesques. Et on s'aperçoit que dans ces trois pays que je mentionne, qui à eux trois quand même représentent presque 2 milliards d'habitants, les dernières campagnes électorales se sont faites essentiellement sur les réseaux sociaux et les boucles Telegram ou WhatsApp, et pas du tout sur les médias traditionnels qui de toute façon sont très faibles. Et alors je parle un peu de l'Inde, l'Indien moyen, il n'a pas de télévision parce que ça lui coûte cher et qu'il a du mal à avoir une connexion électrique, mais en revanche il a un téléphone portable qu'il arrive à recharger quelque part dans son village. Et sur ce téléphone, il s'informe par son téléphone portable, c'est-à-dire il a des bribes d'infos venant de partout et surtout de la propagande du gouvernement de M. Modi. Quand on voit le cas des États-Unis, il y a un média traditionnel qui joue un rôle important dans le populisme aux États-Unis, c'est Fox News, qui est une chaîne de télé, mais on s'aperçoit que beaucoup de fausses informations circulent sur des boucles et sur les réseaux sociaux. Quand Trump était sur Twitter, il avait 80 millions de personnes abonnées à son post Twitter. C'est énorme, quoi. Et là, les gens suivent en grande partie la campagne électorale des présidentielles américaines sur les réseaux sociaux, même si Fox News joue un rôle important pour la propagande pour Trump. Je pense qu'on s'y prépare très mal. Il se passe que mon ami Frédéric Filloux, que je cite dans le livre, avait prévu, tristement, c'est-à-dire il a dit on va voir aussi bien en Europe, alors en France, mais en Europe et aux États-Unis,
les mêmes erreurs qu'avec les plateformes, c'est-à-dire les journaux vont signer des accords avec ChatGPT, par exemple, parce que le problème qui se pose actuellement aux journaux, c'est moins l'utilisation de l'intelligence artificielle pour écrire des articles, encore que c'est un vrai problème et à mon avis qui va devenir très important dans l'avenir, mais dans l'immédiat, c'est l'utilisation des contenus des journaux pour ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la faculté, quand tu consultes ChatGPT, pour ChatGPT de te répondre le mieux possible. Et pour te répondre le mieux possible, il faut que ChatGPT ait accès à des millions de données, dont une source très importante pour eux, c'est les articles de la presse. Des centaines de milliers d'articles de journaux qui aident après à apporter une bonne réponse à ta question quand tu demandes... Tu dis, est-ce que tu peux me dire quelles sont les conséquences de la révolution bolchevique de 1917 ? Bon, ChatGPT, il peut te répondre que s'il a accès à des millions d'articles et de livres. Donc, les différents journaux, et c'est le cas du Monde en France, ont conclu des accords en ce sens avec ChatGPT pour que, moyennant l'exploitation de leurs articles, ils versent une redevance. D'après ce qu'on croit savoir, parce que le chiffre de ces redevances conclus avec un certain nombre de journaux européens et américains sont inconnus, on ne les sait pas, mais on a le sentiment que ce sont des chiffres très faibles, de l'ordre de 10 millions d'euros par an, qui sont sans rapport avec les dépenses engagées par ChatGPT par ailleurs, et sans rapport avec les besoins financiers des journaux. Donc, on a le sentiment qu'ils se sont fait avoir une fois de plus là-dessus. Et alors, le seul qui a résisté, c'est le New York Times, qui a fait un recours très intéressant, parce qu'il porte sur les deux points. Son recours contre l'action des sociétés d'intelligence artificielle aux États-Unis porte primo sur l'exploitation sans payer des centaines de millions d'articles du New York Times depuis 200 ans, mais deuxièmement sur le risque que ces sociétés d'intelligence artificielle ne créent des journaux sans journalistes, en piquant des articles un peu partout et en les réécrivant grâce à l'intelligence artificielle, et tout ça à des coûts très faibles et en exploitant indirectement le contenu des journaux. Et le New York Times, la position du New York Times qui a porté plainte, a ouvert un procès à New York, c'est de dire non, nous on ne veut pas qu'il y ait un New York Times bis géré par l'intelligence artificielle qui produise les mêmes informations que nous sans que nous ça nous rapporte un centime. Parce que là... Et en plus, c'est un énorme danger pour la profession des journalistes, parce que si ce genre de produit se développe et se répand, ça veut dire qu'il y aura des centaines, des milliers de postes de journalistes qui peuvent disparaître. Je pense que c'est une menace majeure pour la démocratie. La démocratie, au sens où on l'entend en Europe et un peu moins aux États-Unis, c'est justement des électeurs bien informés qui peuvent voter en conscience des vrais problèmes. Alors si les électeurs, leurs seules informations, elles viennent de fausses nouvelles, souvent manipulées de l'extérieur par des pays étrangers, ou des informations complètement fausses, c'est la démocratie traditionnelle qui est mise en cause, et c'est le triomphe d'une forme de populisme et en fait d'un néofascisme. Parce que on voit bien que dès qu'il y a un régime autoritaire qui se met en place, il veut contrôler totalement l'information. Donc c'est une grande menace pour les démocraties libérales d'aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.